toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi, toujours disponible en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On va parler Bitcoin aujourd'hui, quelques petites patterns qu'on pourrait éventuellement jouer pour celles et ceux qui sont patternistes. On parlera Ethereum également par rapport à une réintégration pas très bullish. Il y a deux petites news qui confortent et qui renforcent encore une fois mes billets par rapport à un nouveau cadre juridique autour de ces crypto-monnaies. On parlera ici des dérivatifs du côté de la CFTC. On fera un tout petit peu l'order flow et quelque chose qui m'a surpris. Parce que si ça venait à se vérifier, à se confirmer, se concrétiser par rapport à la clôture mensuelle, à ce moment-là, ce serait une première depuis 20 ans. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. Pour vous aussi, trouver votre propre style d'investissement. Cette stratégie a été téléchargée plus de 15 000 fois par les membres qui ont rejoint le Discord des rois du marché. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, nous avons créé une académie depuis début septembre. On est plus d'une centaine à venir partager sur le Discord des rois du marché le lundi, le mardi et le jeudi entre midi et 2, à peu près 1 heure et demie, pour pouvoir renforcer nos billets, éventuellement confronter nos scénarios. Et on parle de thématiques, chaque jour une thématique différente. Vous avez d'ailleurs un petit planning ici qui pourrait éventuellement vous aider pour aller un petit peu plus loin. Psychologie mindset, trading, trop crypto des académiciens. On parle macroéconomie et fondamentaux. Tous les liens sont dans la description. Vous vous rappelez, pendant le live, un petit giveaway par rapport à celles et ceux qui souhaitaient éventuellement recevoir, par rapport à une bonne estimation de cette clôture en weekly, du dimanche à lundi, 1h, 2h du matin. Nous avons un gagnant. Il a choisi le cash et non pas la ledger. Peut-être que tu en avais d'ailleurs. Je vous donne par rapport à toutes les lectures que j'ai eues tout au long du week-end. Vous êtes plutôt encore proche de Ledger, croyez encore en cette entreprise et en sa pérennité, puisque la plupart des gens qui ont demandé le cash, ce n'était pas contre Ledger, c'est qu'ils avaient déjà une Ledger ou un hard wallet. Nous avons donc un gagnant, on repartait ici par rapport à Coinbase, clôture 41 350 $, 349 $. Bravo à toi. Mac Benito 2, tu viens directement sur le Discord des rois du marché pour recevoir ton gain dans la journée. On va parler Bitcoin très rapidement. Je reviens par rapport à la capitalisation boursière de Bitcoin vis-à-vis d'un petit triangle de contraction, voire un double triangle de contraction, initié par rapport à une trendline ici plutôt haussière sur un haut canal qui vient faire le test de ce canal, épouser cette moyenne mobile 20 périodes, notamment en daily. Bon, c'est jouable. Personnellement, je ne la joue pas puisque je n'achète pas les trendlines haussières, j'achète plutôt des trendlines baissières. Je vends des trendlines haussières et j'achète des trendlines baissières. C'est comme ça que je fais ce play et c'est en ça que les para-range prennent tout leur sens. D'ailleurs ici, vous avez éventuellement un play pour acheter aux alentours des 650, 660 trillions de dollars, donc milliards de dollars sur la capitalisation de Bitcoin, ce qui correspondrait à peu près aux 34 000, 35 000 $. Donc je pense que ce serait plutôt un bon play. On reviendrait sur une zone de rechargement du précédent mouvement par rapport à une magnifique 5, peut-être en devenir ici, d'une grande 5, d'une plus petite 5 qui voudrait éventuellement chercher des trendlines haussières qui seraient donc vendues aux alentours des 9 trillions de dollars, ce qui correspondrait à peu près aux 48 000 $ sur Bitcoin. Bon, est-ce qu'on joue ces triangles? Oui, on peut les jouer ces triangles. Et généralement, si vous êtes plutôt partheniste, suivez les flux, suivez la tendance, suivez la direction. C'est haussier, on a des creux ascendants, des sommets ascendants. Le plus probable, c'est quoi? C'est de faire de nouveaux plus hauts jusqu'à preuve du contraire. Donc il faudra réellement, éventuellement, essayer de les jouer par rapport à une impulsion haussière, le pullback, et on joue généralement stop en dessous de la précédente structure et on va chercher des ratios pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Bon, maintenant c'est toujours la même chose. Qui dit aller chercher plus bas, le premier qui joue perd, le premier qui tire perd. C'est souvent comme ça qu'on essaie de l'expliquer. Donc si on fait exactement ça, que derrière on va chercher des extensions, pour moi, finir une petite 5, c'est derrière généralement un fake out, donc une manipulation, donc un décalage de prix, manipulation, réintégration, et généralement aller chercher beaucoup plus bas, tant de stop complètement évident, attendre beaucoup plus bas. Et c'est exactement la même chose ici. Si on commence à aller chercher plus bas, et qu'on reprend par rapport à ce biseau, ici avec une forme de réintégration, pour aller chercher le pullback, derrière on fait la réintégration, généralement c'est pour aller plus haut, et voire beaucoup plus haut. Donc je suis extrêmement spectateur par rapport à ce que je suis en train d'observer actuellement. Je n'ai pas toutes mes confirmations, donc je ne le jouerai pas personnellement. Encore une fois, si on reprend par rapport à des fractales qu'on avait pris il y a quelques, j'ai envie de dire mois, voire presque années maintenant en arrière, je les joue personnellement pas puisqu'on avait déjà travaillé là-dessus.
Voilà, si on prend Ichimoku Kinko, alors je peux l'enlever pour l'instant. On avait juste repris en fait des fractales par rapport à 2019 et notamment 2015. Ici, par rapport à des profits qui seraient normalement pris par rapport à des TP numéro 1 sur des gros longs qu'on avait pris déjà sur les 20 000 $. Ici et ici, bon, on comprend bien qu'on est en train de se faire jeter sur les 50%. On n'arrive pas à aller beaucoup plus haut, bien que il faut quand même un petit peu laisser respirer, notamment notre MACD, notre RSI. C'est pas complètement délirant. Mais encore une fois, on vient de faire une mauvaise bougie rousse qui se transforme ici en harami. C'est pas très beau, franchement, de l'observer, puisque ça met le coup de frein sur une magnifique hausse de 2 mois de bougies weekly consécutives dans le vert. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin peut-être un petit peu de respirer? Probablement qu'on a besoin de respirer. Je pense que pour beaucoup de vendeurs à découvert, pourquoi on n'a pas respiré avant? C'est toujours la même chose. On essaie de jouer des plays en fonction de nos confirmations. Ça ne marche pas toujours. L'objectif, c'est de le répéter indéfiniment dans le temps pour pouvoir en tirer un rendement. Mais ce n'était pas complètement différent de ce qui s'était passé en fait précédemment. Quand on avait fait des réintégrations, ici, donc des arrachements haussiers. D'ailleurs, on était parti chercher ce petit point ici qui est en fait représenté par rapport à la King June en weekly. On se retrouve exactement dans la même situation d'une forme de distribution. Voilà. Accumulation, réaccumulation, distribution, réaccumulation dans une magnifique accumulation annuelle voire trimestrielle. C'est plutôt ce que je joue personnellement. Dès lors, toujours pareil, j'achèterai des creux. Je n'achète pas des potentiels top générationnels, j'achète plutôt des creux, quitte à me faire rouler dessus. D'ailleurs, je vous donne une petite idée psychologique. Si vous voulez que ce soit réellement baissier, il faut qu'on soit suffisamment bullish pour acheter tous les dips. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est réellement en train de dire on va acheter tous les dips, tous les dips, tous les dips? On avait fait un sondage sur Twitter il y a 2 semaines. C'était très polarisé, c'était très clivé. C'était quasiment du 50-50 pour aller chercher les 53 000 $ ou les 32 000 $. Donc, tant qu'on aura en fait cette polarisation très marquée, je pense que le plus probable, c'est de faire de la latéralisation qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en fonction du décalage de prix, à ce moment-là, maintenant, le premier qui bouge perd généralement. Donc si on part au nord, généralement, c'est les vendeurs qui vont gagner. Et si on part au sud, généralement, c'est les acheteurs qui vont gagner pour continuer à tendre ce marché sur des creux ascendants et des sommets ascendants, tout simplement. Je pense que c'est très important de comprendre ça, puisque pour pouvoir donner une direction de marché, il nous faut des certitudes. Et généralement, ces certitudes sont biaisées, puisque le marché fait l'opposé de ce que la majorité pense ou fait. On a des échéances à attendre d'ici une vingtaine de jours, voire moins de 20 jours aujourd'hui. Donc on sera extrêmement attentif tout au long de la semaine vis-à-vis de Gary Gensler par rapport à l'acceptation ou non de ces ETF Bitcoin. D'ailleurs, personne ne m'a repris au niveau des commentaires vis-à-vis de l'ETF qui avait été refusé en 2014, rappelez-vous, de BlackRock. Et je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit, c'est vis-à-vis de Bitcoin. Alors, ce n'était pas précisément vis-à-vis de Bitcoin. Je pensais que vous serez nombreux à me reprendre par rapport à ça. Mais je vous le donne, en fait, c'était tout simplement que c'était un ETF qui n'avait pas comme délimitation comment on dit ça, c'est pas des collatéraux, mais c'est ce qui est à l'intérieur de l'ETF n'était pas forcément transparent par rapport à BlackRock. Et c'est pour ça que d'un petit clin d'œil, je vous ai dit, si aujourd'hui en 2014-2015, parce qu'on sait que JP Morgan, on sait que Goldman Sachs s'était déjà positionné en 2015, en réalité sur Bitcoin à l'époque, et peut-être qu'à ce moment-là, BlackRock, sous la houlette d'un trust privé, pouvait créer un ETF complètement discret, donc non transparent, opaque, je cherchais le mot opaque, en y ajoutant un petit peu de Bitcoin à l'intérieur qui se garderait bien de dire à l'ensemble de la population, ou en tout cas à leurs clients, qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur de cet ETF. Donc c'était un petit clin d'œil. Et effectivement, encore une fois, par rapport à ces ETF-là, ils ont besoin d'un maximum de transparence. Et actuellement, la transparence passe aussi par un cadre juridique qui, me semblerait, n'est pas suffisant pour accepter ces ETF au comptant. C'est encore une fois quelque chose de très personnel, je peux complètement me tromper, mais je pense qu'il en fera peut-être beaucoup plus, sauf s'il y a des choses, encore une fois, que je ne connais pas et que je ne sais pas. Mais j'ai encore ce doute-là non négligeable par rapport à tout simplement ce report, peut-être pas ce refus, mais ce report des ETF Bitcoin sur peut-être un non-événement. Ce ne sera pas forcément un refus catégorique, mais ce sera encore une fois de repousser dans l'attente d'éléments plus clairs ou d'un cadre plus clair ou d'une décision de justice plus claire par rapport à des procès en cours ou par rapport à des investigations en cours, etc. Comprenez-le comme ça, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est plutôt une espèce de soupe, plutôt d'informations, de FUD, qui, malheureusement, je ne pense pas, dans cette clairvoyance,
donner acceptation à l'intégralité des ETF Bitcoin au comptant dans les prochains jours. Donc, il semblerait que je ne suis pas dans la majorité à penser ça, c'est un fait, mais encore une fois, ne soyons pas surpris si le prix décide de le pricer avant. Puisqu'on le dit et on le répète, les insiders ont déjà très probablement ces informations. Ça va être peut-être brutal ce que je vais vous dire, mais il est probable qu'un groupe d'individus faiseurs de ce marché ait déjà les informations de refus ou d'acceptation de ces ETF. C'est important, je pense, de bien le dire. Donc, généralement, on essaiera de catapulter le cours là où c'est le plus douloureux pour prendre un play. Donc, si c'est refusé, on essaiera de se retrouver dans l'entour des 38 000 $. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ou 37 000 $. Et si c'est accepté, on se retrouvera très probablement aux alentours des 48 000 $. C'est bête, mais c'est comme ça. On le note sur un petit post-it, encore une fois, où vous avez même des post-it directement sur TradingView pour savoir si oui ou non je me trompe complètement. Mais à mon avis, on ne sera pas très loin de cette vérité-là. Voilà, ça c'était important de le reprendre. Maintenant, côté Ishimoku Kinkoyo, je pense qu'on peut le faire également. On rejette finalement sur cette SSB ici. Bon, c'est le signal, malheureusement. On est encore rejeté au niveau de cette SSB. C'est pas très différent de ce qu'on avait vécu précédemment. Et si vous prenez au niveau de la mensuelle, on se fait rejeter au niveau de cette King June mensuelle plus SSA. Honnêtement, un énorme doute si on arrivait à casser sur ce mois de décembre, sur une clôture annuelle, trimestrielle, mensuelle, au-dessus de cette King June. Honnêtement, j'aurais dit chapeau. On n'est pas si éloigné de ça. Il nous manque vraiment un dernier petit coup de rein, mais ce sera un signal à ne pas prendre à la légère si ça venait à se concrétiser. Côté Ethereum, pas très bullish malheureusement l'histoire, puisqu'on revient ici en weekly, et on n'arrive malheureusement pas à casser et à accepter au-dessus de cette trendline ici, vis-à-vis de ce biseau de rétrécissement, mais plutôt baissier ici. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, c'est malheureux à dire, mais c'est de faire un nouveau plus bas, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Tant que le premier arrêt tient, c'est plutôt considéré ici comme un dead cat bounce. Donc, je vous laisserai regarder ce que cela signifie si vous ne le savez pas. Généralement, si le premier arrêt tient, le plus bas, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Puis, réintégration par rapport à cette bougie en weekly qui n'est pas très jolie sur une RMI. Honnêtement, c'est vraiment dommage parce que c'est pas vraiment un signal haussier. Je vous le dis en toute franchise, ceci n'est pas vraiment un signal haussier, surtout dans une forme de réintégration. Donc peut-être d'aller chercher ou de visiter le bas de ce canal pour pouvoir se repositionner et reprendre les plays. Pourquoi pas vendeur reprend le momentum et acheteur reprendre vous de la force en vue de faire de magnifiques structures. Pour l'instant, c'est très prédictif, on peut complètement l'annuler, mais ce que ne veulent pas voir en fait les acheteurs ici, en tout cas les bulles, ce sont des réintégrations. Or, on le constate. Côté gap CME, on en a quelques-uns ici qui viennent de se repositionner, juste là, nouveau gap CME, donc gap dans un triangle. Bon, peut-être qu'on fera une pierre de coups, on va faire un joli coup de volatilité, peut-être par rapport à mercredi ou jeudi vis-à-vis du PIB américain, puisqu'on avait en fait un consensus précédent à 5,8 au niveau de la bourse d'Atlanta, de la Fed d'Atlanta. On s'est retrouvé à 5,2, donc extrêmement positif. Je vous le dis en toute franchise, ça va pas être aussi joli pour le quarter, pour le troisième trimestre. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on s'attend plutôt au niveau de la bourse d'Atlanta. Je ne sais plus où est-ce qu'on peut voir ça. Voilà, juste ici, les modèles de la Fed d'Atlanta relèvent une prévision de 5,8. Donc ça, c'était par rapport au trimestre précédent. Et là, actuellement, c'est peut-être un petit peu moins bullish, puisqu'il y a encore, j'ai envie de vous dire, 8 jours en arrière, on était à 1,2% au 7 décembre, et là, on est repassé à 2,6% au 14 décembre. Donc, on ne devrait pas être très éloigné de cette vérité-là. Donc, on ne verra peut-être pas du 6 ou du 7%, mais plus près des entre 2 et 3%, malheureusement. C'est quand même très positif, évidemment, mais c'est pas forcément peut-être ce que les opérateurs de marché attendaient. On continue avec un tout petit peu d'order flow. Je ne voulais pas l'oublier celui-ci. On est plutôt en décroissance par rapport aux open interest, donc relativement haut, des fundings très positifs. Honnêtement, c'est clairement pas ce qu'on veut observer. Des fundings positifs avec de la liquidité qui s'accumule plutôt au sud ici. Généralement, on ne se positionne pas. On attend que tout le monde se fasse rect pour pouvoir se positionner dans la douleur de beaucoup de traders un tout petit peu trop exposés, surexposés. Tout simplement un petit peu trop bullish. Donc personnellement, je m'y éloigne de ce type de play. Je ne dis pas que les scalpers ou les intradés ne peuvent pas jouer des magnifiques plays. Si, on est dans des ranges, donc actuellement, on est plutôt dans un milieu de range, plutôt bas de range ici. On l'avait déjà redéfini ensemble. Vous tracez deux petites bougies, donc cette RMI, elle n'est pas très très belle, mais bon, c'est comme ça. Donc derrière, ici, c'est bear, sur les 7 milliards, enfin 782 milliards. Si on vient clôturer au-dessus, c'est plutôt bull. Bon, actuellement, il n'y a pas vraiment de clôture, même si la bougie n'est pas très très belle ici.
Ah, bah, c'est toujours dans un range. Donc on achètera les bas de range et on vendra les hauts de range tout simplement en quête d'une résolution. Soyez complètement rassurés, résolution, il y aura très probablement. Je fais juste deux petites news. La première, c'est celle-ci, guerre anti-crypto aux USA. La CFTC, c'est encore un peu plus la vis. Ça me fait beaucoup rire parce que je vais pas tout le reprendre, lisez-le juste, mais ça fait quand même sacrément flipper. Ce titre un peu indigeste cache en réalité une règle plutôt simple. Les Derivative Clearing Organization, ou organisations de compensation de produits dérivés, ne doivent plus mélanger leurs fonds avec ceux de leurs clients. Ces entreprises qui doivent déjà être enregistrées auprès de la CFTC auront donc maintenant l'obligation de gérer leurs fonds selon les termes de l'agence de régulation. En fait, on est en train de presque de nous expliquer ce que faisait FTX, ou faisait Gemini, ou faites encore Gemini, ou font tous les autres. Bah, c'est pas forcément illégal de mélanger les fonds des clients avec les fonds de l'entreprise par rapport à la compensation des dérivatives vis-à-vis notamment des contrats futurs et des perpétuels, voire contrats options. J'espère que ça se finira pas trop mal, cette histoire. Généralement, ils ont plutôt des fees relativement aisés. Encore faut-il ne pas se payer des maisons et des voitures de luxe ou de sport avec l'argent des clients. Je touche du bois que c'est clairement la dernière des dernières qu'on ait pu voir ce type de situation, qui est complètement lunaire, encore une fois, je le dis, je le répète. Mais il est vrai que peu de transparence aussi dans ces cas d'application. Donc, de façon extrêmement naïve, je pars du principe que nos comptes sont pour la plupart ségrégés. Donc ça, c'est potentiellement repris vis-à-vis d'un cadre juridique clair, notamment au niveau du PSAN ou notamment par rapport à des règles européennes. Aux États-Unis, c'est censé être exactement la même chose, mais c'est vrai que beaucoup de bourses crypto ne sont pas enregistrées auprès de ces organismes ou ces institutions de régulation. Il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est pour ça en fait qu'il sort la mitraillette pour demander des sommes complètement délirantes parce que vous avez proposé à des Américains de pouvoir trader sur votre propre bourse d'échange. Ne vous inquiétez pas, hein, tout le monde va y passer très très probablement. Donc n'y mettez pas les doigts si vous ne voulez pas payer les amendes parce que ça chiffre en milliards, hein, côté SEC et côté CFTC. Donc c'est intéressant quand même de l'avoir. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils y bossent. C'est ça le côté positif de ce type de news-là. C'est-à-dire qu'ils bossent en fait sur des cryptoactifs. C'est pas quelque chose qui, on verra plus tard, c'est pas quelque chose qui est au-delà de la propre conscience de ces gens-là. Ils bossent ardemment sur une régulation, un cadre juridique clair, précis, pour pouvoir sécuriser, j'ai envie de dire, l'ensemble des Américains et clients, tout simplement. Donc je trouvais ça plutôt sympa de vous le reproposer. Je finis juste cette vidéo. On aura vraiment fait le tour de tout ce qu'on voulait dire. Même s'il ne s'est potentiellement pas passé grand-chose. On est plutôt très rangy ici, et tant qu'il n'y a pas de résolution, bah, autant ne pas les jouer. On n'anticipe pas des résolutions. Je voulais vous montrer deux petites choses. La première, c'est ici au niveau du crypto total, puisqu'on a les clôtures ici au niveau des 1,6 trillion de dollars, donc 1600 milliards de dollars au niveau du crypto total, bah, on se fait rejeter ici exactement sur le premier arrêt de tout le précédent mouvement. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose généralement qui se passe ici, où on travaille, on se fait rejeter sur le premier arrêt de tout le précédent mouvement. Donc il faut comprendre ici que bah, si vous n'avez pas pris de profit, alors on peut le marquer ici, prendre des profits, prenez des profits, quoi. Si vous avez des longues qui durent depuis les 15 000 dollars ou 16 000 ou 17 000 dollars ou 20 000 dollars, c'est peut-être commencer à prendre des profits, c'est complètement délirant, surtout que ça commence à coûter cher au niveau des fundings actuellement et des frais de financement, des longues qui sont toujours en action actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en fait continuer à gravir des échelons et de la capitalisation. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'à un moment donné, tout n'est que stratégie, tout n'est que plan, et il faut suivre son plan, défini préalablement pour pouvoir en tirer un rendement. C'est ni plus ni moins ça. Donc ici, bah, prend des profits, et d'ailleurs on a pris des profits sur quoi? Sur Vavax. Je pensais vraiment pas qu'on y arriverait aussi rapidement, mais malheureusement, heureusement que je connais pas l'avenir, puisque ici, exit 50, ou ça, bah, sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement, j'ai enlevé Shimoku Kinkoyo, ça ne nous concerne pas ou intéresse pas. On revient par rapport à cette petite trendline qu'on avait lancée il y a très très longtemps, oui, ça fonctionne plutôt pas mal, ces petites trendlines dans la prédictive. On vient chercher ce premier arrêt rejeté en toute logique, donc c'est très algorithmique, et bah 110% complètement pris. Donc ça passe dans Avax gratuit, tout simplement. Donc maintenant, si on veut peut-être rejouer un play parce qu'on croit à Avax dur comme fer sur le prochain cycle des bull run, on trace des zones de rechargement, une petite latéralisation et on vient faire le YOLO par rapport au magnifique bull run de fin 2024, début 2025 dans une zone de rechargement d'achat. Donc c'est ici que ces 110% peuvent être éventuellement réalloués par rapport à Avax, puisque aujourd'hui c'est clairement gratuit. Si on veut vraiment
continuer à le faire, mais la stratégie veut qu'on prenne nos 110% ici. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bah, c'est potentiellement de le mettre dans un autre actif, tout simplement, que vous avez regardé depuis plusieurs temps, mais vous n'aviez pas forcément envie d'allouer du capital dans celui-ci. Il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples que je pourrais donner. Bah, c'est peut-être un bon play d'attendre une forme de latéralisation. Pas mal de cryptos qui sont encore en phase d'horizontalité pour éventuellement essayer de se positionner, tout simplement. Vous en aurez d'ailleurs un top crypto de quelqu'un que j'apprécie profondément cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Quelques petites cryptos exotiques sur lesquelles il s'est positionné. Je suis sûr que ça vous fera sourire. Bon, ça c'était la première chose au niveau du crypto total. Deuxième petite chose, et je finis clairement là-dessus, c'est ceci. Si vous prenez le S&P 500 hors inflation et hors impression monétaire, vous vous rappelez, on n'y va pas souvent, mais on y va quand même de temps en temps. On est en train d'observer ici, en trimestriel, une échappée par rapport à une résistance qui date depuis 20 ans. Ici, on n'arrive pas. Ici, on rejette, crash. Ici, on rejette, crash. Ici, on tente de rejeter et on accélère. Waouh! Donc là, si on confirme ceci, ça, c'est pas une bougie baissière, croyez-le ou non. Sur le S&P 500 hors inflation, on est peut-être à l'aube d'un super cycle des indices. Voilà. Ça fait très longtemps que je le regarde. Ça fait très longtemps que je l'attends. Et la dernière fois qu'on a cassé en fait cette espèce de résistance hypothétique de l'époque, on est parti en bulle et .com. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on rentre dans cette bulle IA ou bulle blockchain? La question reste complètement ouverte. Mais honnêtement, c'est plutôt une jolie bougie. Parce qu'ici, on l'a en annuel. Bah oui, c'est fin décembre bientôt. Hein, donc bougie annuelle, bougie trimestrielle, bougie mensuelle, bougie hebdomadaire. Enfin bref, honnêtement, j'ai vraiment envie de voir comment on clôture cette année, quoi. Parce que ça, à mon avis, on part dans le cas numéro 1. Voilà, on partirait potentiellement là-dedans. Alors, c'était pas forcément ça qu'on avait noté. Voilà, plutôt un truc un peu comme ça, là, vous rappelez, là. On fait le petit truc et hop, on repart. Alors, c'est peut-être la version B la version A qu'on est en train de faire. Réintégration, pas bullish l'histoire. Mais actuellement, on n'est pas en train d'observer des réintégrations. On est plutôt en train d'observer des extensions. Donc, je serais extrêmement curieux de l'observer. Voilà. Est-ce qu'on confirme ou malheureusement, est-ce qu'on réintègre?